Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, aujourd'hui sur le podcast de la formation, je reçois Jacques Rodet. Jacques, peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr, Laurent. Bonjour, bonsoir. Donc, je m'appelle Jacques Rodet, j'ai 62 ans, donc pas très loin de la fin de ma vie professionnelle. Ça fait 35 ans que j'évolue dans le cercle de la formation professionnelle et un peu plus de 25 ans que je me suis intéressé à la formation à distance. Alors, j'ai occupé de nombreux postes en formation, bien sûr formateur, mais aussi responsable pédagogique, directeur de centre, concepteur, consultant aussi. Euh, et actuellement, je travaille au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, qui forme tous les agents territoriaux, qui sont très nombreux. Il y a plus de 2 millions d'agents territoriaux en France, et on en forme à peu près 1 million par an. Voilà. Donc là, je m'occupe de recherche et développement en ingénierie pédagogique et tutorale. Eh bien, j'aimerais, si tu es d'accord, que tu nous fasses part d'expériences autour de cette ingénierie tutorale et que tu nous parles un petit peu des bonnes pratiques, de ce qui devrait être motivé auprès des centres de formation pour intégrer cette dimension tutorale dans les apprentissages et dans les dispositifs de formation qu'ils proposent. Oui, bien sûr. Peut-être la première chose qui est à faire, c'est à leur expliquer finalement ce qu'est le tutorat à distance, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance sur le sujet, et, euh, et donc leur montrer quelle est la plus-value pédagogique de cette modalité, de cette modalité. Euh, En fait, il y a une constante dans la formation à distance. Depuis les cours par correspondance du 19e siècle, jusqu'aux MOOC qui sont apparus il y a quelques années, chaque fois qu'on ne prévoit pas de dispositif d'accompagnement des apprenants, eh bien, on a des taux d'abandon qui sont très forts, qui peuvent dépasser les 90%. C'est ce qu'on retrouve actuellement dans les MOOC EDX qui communiquent assez régulièrement sur les chiffres. Ils nous disent, au mieux, on a 11%, 12% de personnes qui vont au bout du MOOC, quoi. Euh, donc, cette notion d'abandon chez les apprenants devrait préoccuper, bien évidemment, les institutions, les centres de formation, parce que ça fait pas une très très bonne publicité non plus, quoi. On peut considérer qu'un apprenant qui ne réussit pas une formation à distance, il va quand même hésiter à se réinscrire à une autre formation à distance proposée par le même organisme. Donc peut-être la première chose qui est à faire, c'est de leur expliquer ce qu'est le tutorat. Et là-dessus, souvent, il y a une méconnaissance, voire une ignorance, ou des a priori. Euh, Souvent, les organismes de formation, tout au moins leurs responsables, vont considérer que aider l'apprenant, c'est l'aider à comprendre le contenu de la formation, et donc de répondre à ses questions. Alors bien évidemment, si le rôle du tuteur se limite à cela, ben
On peut faire des foires aux questions, on peut utiliser des chatbots et se priver finalement euh, de la présence humaine. Or, celle-ci, elle est essentielle en formation. Euh, la formation, c'est d'abord de l'échange entre des humains, même si cet échange, il est médiatisé, il s'incarne à travers la mise à disposition de ressources, etc. Euh, donc, finalement, euh, leur montrer que les besoins de soutien des apprenants ne se situent pas simplement au niveau de la compréhension du contenu, mais aussi au niveau de leur motivation, au niveau de leur relation avec les pairs, et aussi finalement la manière dont ils se perçoivent comme apprenants. Donc on va parler par opposition au plan cognitif qui renvoie justement au contenu de la formation, on va parler de plan motivationnel, on va parler de plan socio-affectif, on va parler de plan métacognitif. Alors voilà, hein, une première chose déjà que l'on peut faire, mais ça risque quand même d'être insuffisant. Tout simplement parce que lorsqu'un organisme de formation met en place une offre, hein, bien sûr, il peut s'intéresser à la viabilité de cette offre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un besoin sur le marché, etc. Les analyses des publics sont quand même beaucoup plus rares, même si elles sont assez importantes hein, à faire. Et donc finalement, euh, on met plus l'accent sur, en formation à distance, hein, sur la médiatisation des apports et pas tant sur les activités d'apprentissage, les activités d'évaluation formative notamment. Et donc, on ne perçoit pas forcément la nécessité d'avoir une intermédiation humaine. Euh, donc, leur parler de ce que sont les besoins de soutien des apprenants, c'est aussi une autre manière de les sensibiliser finalement au tutorat à distance. Oh, tu Il y a une évoques, chose, pardon, tu évoques dans ton livre justement le fait on sait le coût d'une formation, mais on veut pas aller chercher le coût d'un abandon, le coût ouais, du désamour de l'apprenant pour son parcours. On a quand même aujourd'hui des plateformes où lorsqu'on fait une formation, on va pouvoir laisser un commentaire. Le commentaire, il est lu. On sait que les avis, ça compte beaucoup. Une formation qui a des commentaires négatifs, bah, c'est quand même compliqué. Et c'est vrai que si on déshumanise au profit de l'outil digital, eh ben on perd ce contact et puis ben, c'est difficile d'avoir des appuis motivationnels comme tu viens de l'évoquer effectivement. oui, tout à fait. Et donc, il y a un vrai travail à réaliser par les organismes de formation, déjà pour comprendre ce qu'est le tutorat et aussi pour comprendre leurs responsabilités dans la mise en œuvre des dispositifs tutoraux. Parce que dans beaucoup de centres de formation, on va doter un individu de ce pouvoir d'accompagnement hein, des apprenants, sans trop le définir d'ailleurs, euh, et on va finalement laisser à cet individu la, la responsabilité complète de la qualité de l'accompagnement. On n'imagine pas que ça se passe comme ça pour une formation, enfin pour les aspects plus pédagogiques. Hein. Bien évidemment, un centre de formation, il a une identité, il a des valeurs, il a des principes, il a des approches pédagogiques. Et quand il fait intervenir un formateur, ben, il va demander à ce formateur de souscrire à tout cela. Mais en matière de tutorat, ben, on dirait que l'organisme de formation n'a pas besoin de définir finalement l'importance qu'il lui accorde, les moyens qu'il lui accorde,
les objectifs qu'il fixe au tuteur à distance, et qui peuvent être très nombreux. Et donc, les centres de formation, finalement, se reposent entièrement sur les formateurs. Formateurs, donc, on a doté de fonctions tutorales. Or, on s'aperçoit que les besoins de soutien des apprenants, eh bien, ils peuvent échapper au périmètre d'intervention d'un formateur. Trouver un formateur qui va être à la fois très bon sur le contenu de la formation, qui va aussi pouvoir dépanner les apprenants sur le plan technique quand ils rencontrent des difficultés, qui va aussi être en mesure d'animer une dynamique de groupe à distance, de régler éventuellement les difficultés rencontrées par les apprenants lors de leurs activités collaboratives, qui va aussi avoir une capacité d'écoute, d'empathie, qu'il va être en mesure d'amener les apprenants à porter un regard réflexif sur eux-mêmes comme apprenants à distance. Bon, ben, trouver tout ça chez un seul et même individu, c'est souvent chercher le mouton à cinq pattes. Et donc, il est bien préférable à ce moment-là, non pas de parler du tuteur au singulier, mais au pluriel. Et donc, d'avoir défini différents profils de tuteurs qui vont avoir des périmètres d'intervention particuliers. Bon, ben voilà, il peut y avoir un tuteur technique, il peut y avoir un tuteur administratif. Sur les formations longues où il y a plusieurs intervenants qui animent différents modules, il est important d'avoir ce qu'on appelle un tuteur programme, c'est-à-dire une personne qui va suivre l'apprenant tout au long de son parcours, contrairement aux intervenants qui vont ne les suivre que lors de l'animation de leur module. Donc voilà, hein, peut-être déjà s'informer sur le tutorat à distance, définir finalement ce qu'on attend du tutorat à distance, penser aux moyens, et notamment d'abord aux moyens humains, donc en définissant des profils de tuteurs. Ce sont des premières actions qu'un centre de formation peut mener. Est-ce que là, Jacques, c'est un petit peu à travers la charte tutorale qu'on va retrouver tous ces éléments dans la conception de cette charte? Donc, tout à fait. En fait, moi, j'ai modélisé hein, au sein de l'ingénierie tutorale un certain nombre de livrables. Euh, le premier livrable que j'ai nommé le système tutoral vise à définir la stratégie tutorale de l'établissement, notamment en analysant les besoins de soutien des publics cibles. Euh, Bien souvent, lorsqu'on a inventorié ces besoins, ils se révèlent très très nombreux et souvent trop nombreux pour être pleinement poursuivis par l'organisme de formation. Donc, il va être amené à les prioriser en quelque sorte. D'accord. Euh, mais c'est aussi dans ce livrable qu'on va définir les profils de tuteurs et qu'on va donc spécifier leur périmètre d'intervention et leur dire, ben voilà, toi, tu es en charge de poursuivre tel objectif tutoral qui répond à tel besoin de soutien qu'on a inventorié auprès de notre public. Donc ça, c'est le premier livrable. La charte tutorale dont tu parlais tout à l'heure et qu'on peut résumer les droits et les devoirs hein, des tuteurs et des apprenants les uns envers les autres, en fait, on a besoin de faire quelque chose avant de pouvoir l'établir complètement. On a besoin de décrire les interventions tutorales, donc de produire le scénario tutoral. Si on prend le process classique, hein, la conception d'une formation, donc on a tout un tas d'étapes de définition, puis après on passe à la conception pédagogique. Et là, on définit des objectifs, un objectif général, des objectifs pédagogiques, des objectifs opérationnels, et donc on produit un scénario. Eh bien, il faut aussi produire le scénario d'accompagnement. Alors, il y a un certain nombre d'interventions tutorales qu'on va pouvoir retrouver, quelle que soit la formation.
Par exemple, accueillir les apprenants, faire des brise-glaces, enfin de la socialisation, donner de la visibilité sur le parcours de formation. Bon, bah ça, quelle que soit la formation, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc moi, c'est ce que j'appelle les interventions tutorales structurelles, hein, parce que elles sont vraiment liées à la structure classique en fait d'une formation. Par contre, il y a aussi des interventions tutorales qui sont plus conjoncturelles et qui sont liées aux activités d'apprentissage ou aux activités d'évaluation qui sont prévues dans le scénario pédagogique. Je vais prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Imaginons qu'on fasse une formation de sensibilisation aux styles architecturaux. Et dans le scénario pédagogique, il est indiqué une activité qui est la suivante. On demande aux apprenants d'aller prendre des photos de bâtiments de différents styles architecturaux, puis de publier les photos sur le forum du LMS, par exemple, et d'expliquer en quelques phrases pourquoi ce bâtiment qu'ils ont pris en photo est représentatif de tel style architectural ou tel autre. D'accord. Le simple fait que cette activité pédagogique soit spécifiée dans le scénario pédagogique va entraîner un certain nombre d'interventions tutorales qu'il va falloir donc mettre en regard du scénario pédagogique. La première intervention tutorale, ça va être de présenter l'activité aux apprenants. Peut-être aussi de leur donner des conseils. Allez dans ce coin, là, dans cette ville, dans ce quartier de cette ville, il y a une très grande variété de styles architecturaux, vous allez trouver votre bonheur, hein, par exemple. Peut-être qu'il faudra aussi donner des consignes en termes d'échéance de rendu, etc. Donc, première intervention. La deuxième intervention tutorale, ça va être de vérifier que chaque apprenant s'engage bien dans l'activité. Et donc, de relancer les inactifs. Des apprenants inactifs, il y en a souvent, pour des raisons légitimes ou moins légitimes, mais c'est quand même un cas de figure assez fréquent. Et donc, bien évidemment, il faut relancer en encourageant l'individu à s'engager dans l'activité. La troisième intervention tutorale, toujours liée à cette activité-là, ça va être de regarder les publications des apprenants sur le forum du LMS. Et peut-être de faire de la remédiation. Quelqu'un présente un bâtiment comme étant art déco alors qu'il est art nouveau, hein. Donc là, il va falloir redonner des informations. Et puis, on peut imaginer que si par exemple, à la suite de cette activité, il y a une classe virtuelle, hein, de remédiation, on peut imaginer que là, le tuteur prépare un mur de photos avec les photos qui ont été prises par les apprenants et qui sont vraiment les plus représentatives de chaque style architectural. Donc, vous voyez, pour une activité qui fait une ligne hein, sur le scénario pédagogique, là, j'ai dénombré 4 interventions tutorales. Donc, ce travail de scénarisation du tutorat, bien évidemment, ne va pouvoir être réalisé que lorsque le scénario pédagogique est stabilisé. Mais il est important de le faire et pas de tout découvrir au moment de l'animation. Alors, une fois qu'on a fait ça pour l'ensemble de la formation, là, on peut rédiger la charte pédagogique. Parce que on sait précisément, on va pouvoir présenter la manière dont les tuteurs vont intervenir auprès des apprenants, que ce soit en soutien aux réalisations des activités ou en rétroaction sur les livrables éventuellement qu'ils produisent ou leur production tout simplement. Et donc là, on a tous les éléments. On a défini les profils de tuteurs précédemment dans le livrable scénario, le livrable système Système tutoral, tutoral. et on a défini les actions concrètes des tuteurs envers les apprenants dans le scénario tutoral. Et donc là, on est capable de produire la charte tutorale. Tutoral.
D'accord. Là, la question que je me pose, un centre de formation, il va avoir, je vois par exemple chez nous, il y avait, une formation continue, hein, des formations courtes, des formations longues, qualifiantes, certifiantes et puis il y a un CFA qui est collé après, donc il y a aussi des interventions tutorales. Hem, Comme tu l'as fait remarquer, il y a forcément des choses, on revient sur l'accueil, qui sont, redondantes, qui vont se produire tout le monde, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut qu'on aille mobiliser un scénario tutoral par dispositif. Oui, tout à fait, mais comme on mobilise un scénario pédagogique. Pédagogique. Oui, tout à fait. Et quelque chose aussi, souvent, moi, quand je fais des échanges, on a l'impression qu'il y a une différenciation entre la personne du tuteur, la personne physique du tuteur et du formateur. Comme quoi, les éléments tutoraux que tu as évoqués sur l'action de formation et sur l'activité de tout à l'heure, on a l'impression que le formateur initial, le formateur métier, entre guillemets, lui ne va pas être Mmh. en charge de ça, que c'est un deuxième formateur. Et je crois que ça fait un peu peur aussi aux structures. Oui, mais c'est pas vraiment la réalité, hein, parce que, la plupart du temps, on demande aux formateurs d'assurer un tutorat, Bien sûr. sans forcément l'avoir formé d'ailleurs, hein, l'avoir préparé à ses missions tutorales, sans même parfois les avoir définies précisément. Oui. Heu, Là-dessus, moi j'ai évolué parce que, au début des années 2000, quand j'ai créé, alors ce qui à l'époque était une communauté de pratique de tutorat à distance qui s'appelle TAD, qui aujourd'hui est plutôt un réseau, hein, sur le tutorat à distance. Hem, on s'était fixé comme objectif de d'agir pour la reconnaissance du métier de tuteur. Et puis, 4-5 ans après, donc là on doit se situer en 2007 ou 2008, c'est un objectif qu'on a abandonné. Tout simplement parce qu'on a vu que dans la réalité, c'était les formateurs qui investissaient ces fonctions tutorales. Alors bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une pluralité, hein, même je conseille d'avoir une pluralité de profils de tuteurs. Euh, il est très économique, hein, de mutualiser le tutorat technique pour un centre de formation. Il y a une personne qui en est chargée pour tous les apprenants de toutes les formations que l'organisme donne. Mais, euh, mais bien évidemment, les formateurs investissent des fonctions tutorales importantes. Euh, alors, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, et notamment dans le prochain REAC du FPA, de formateur professionnel d'adultes, eh bien, la compétence tutorer les apprenants à distance est apparue. Alors, ça fait longtemps, hein, qu'on sait que faire de la formation à distance sans assurer un tutorat, bah, c'est exposer pas mal d'apprenants à l'isolement et à la démotivation et partant à l'abandon, hein. Euh, L'objectif premier, hein, du tutorat à distance, c'est de lutter contre l'abandon. Euh, donc, en quelque sorte, cette mise à jour du REAC FPA vient consacrer ce qu'on a pu constater ces 10-15 dernières années sur le terrain, à savoir que c'est bien aux formateurs d'évoluer vers un poste de formateur-tuteur, en fait, hein. Tout à fait, c'est totalement cette compétence neuve du nouveau REAC que ce qu'elle propose, hein. De toute façon, c'est Tout à fait, oui. la corde à l'arc modélisée, et puis là avec des critères de performance qui sont donnés. Alors, je renverrai le lien vers le retour que tu as fait sur cette fiche compétence, qui est très complète et qui permet d'avoir une vraie vision et une interprétation relativement fine de ce qui est proposé dans cette fiche compétence. Je mettrai le lien de ce travail que tu as eu la gentillesse de nous partager. Et Mhm. quand on revient sur les centres de formation, là, inévitablement, la compétence formateur, elle est présente, ils vont en parler, ils vont venir, ils vont y venir, ils vont être sollicités en tout cas pour ça. Moi, aujourd'hui, comment je peux aller rencontrer un centre de formation
et lui expliquer et mettre en œuvre, presque l'inciter à mettre en œuvre cette dimension d'ingénierie tutorale, de tutorat à distance. On parle de tutorat à distance. Oui, oui, j'entends bien. Mais Alors, comment je fais moi concrètement là? Qu'est-ce qu'il faudrait que je lui dise là? mm, alors pendant très longtemps, moi, je n'ai développé que des arguments pédagogiques en faveur du tutorat à distance. Bon, alors ils sont connus, hein, ils ont fait l'objet de nombreuses études, etc. On sait que on peut, quand je disais tout à l'heure, quand un dispositif sans tutorat peut dépasser les 90% d'abandon, ben on inverse la proportion en mettant du tutorat, hein, et quels que soient les dispositifs. Moi, j'ai mis Oui, en place du tutorat aussi bien dans des digital learning classiques, des FOA, mais aussi dans des MOOC. Et même dans des MOOC, on arrive à, non pas à des taux comparables, hein, mais on arrive à des taux de 50-60% de taux de complétion, hein, tout ouais. simplement parce on a mis de l'accompagnement. Donc, tu me rappelles ta question parce que Oui, je l'ai oublié. pour moi aller rencontrer le centre là, Ah oui, allez les rencontrer. voilà. Alors oui, pendant très longtemps, moi j'ai développé uniquement des arguments pédagogiques. Et Mmh, puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que on m'écoutait poliment, hein, il n'y avait pas de souci, on était plutôt d'accord, bon, mais que derrière, il n'y avait rien qui se mettait en place. Et en fait, ce que j'ai compris petit à petit, c'est que mes interlocuteurs, ils étaient préoccupés par la question économique du tutorat à distance. Et que leur première réaction, c'était de dire oui, c'est très bien, mais moi, je fais de la formation à distance pour réduire mes coûts, et là, on me renchérit les coûts avec de la présence humaine. Alors, bien évidemment, il y a un vrai problème parce que le modèle économique de la formation à distance et le modèle économique du tutorat sont inverses. Euh, bon, le modèle économique d'une formation à distance, c'est qu'on va investir dans une plateforme, dans de la conception, dans de la production de ressources. Bon, ben, en tous les cas, on sait combien ça nous coûte, hein, bon, 20, 30 KE pour un module. Et puis après, ben, on définit notre prix de vente. Et au bout d'un certain temps, on a recruté suffisamment d'apprenants pour arriver au seuil de rentabilité. Parce qu'il y a très peu de coûts variables, hein, dans ce modèle-là. Alors, le modèle économique du tutorat, il est inverse parce qu'il y a quelques coûts fixes, des investissements, notamment en ingénierie tutorale, mais c'est pas énorme. Par contre, il y a beaucoup de coûts variables parce que ça va dépendre du nombre d'apprenants qu'on va confier à un tuteur, ça va dépendre aussi de ce qu'on va demander au tuteur de réaliser, qui va prendre plus ou moins de temps. Ça va aussi dépendre des compétences hein, du tuteur, parce qu'un tuteur novice, il va être moins efficace qu'un tuteur expérimenté. Et donc, les coûts variables, il faut les réintroduire dans le modèle économique global de la formation pour savoir si ça vaut le coup. Alors, c'est une opération un calcul qui est plus compliqué à réaliser. Mais il y a quand même une chose, c'est que si on s'interroge sur le coût du tutorat, on devrait aussi s'interroger sur les bénéfices économiques, hein, financiers, sonnants et trébuchants en quelque sorte, du tutorat aussi. Alors, on peut faire déjà un première remarque, c'est que un apprenant qui abandonne, à moins qu'il ait payé sa formation entièrement au début, il va pas payer toute sa formation. Donc là, il y a une perte sèche. Tout à l'heure, je prenais l'exemple des MOOC. Hein, si, et là c'est un cas réel, hein, mais je nommerai pas l'organisme. Euh, le but était de faire monter en compétence des collaborateurs, assez nombreux, hein, quelques centaines. Euh, et
au départ, pas d'accompagnement sur ce MOOC, et il y a 10%, 15% dans ces eaux-là de personnes qui développent les compétences, en tous les cas, ou au moins acquièrent les connaissances qui étaient visées par ce MOOC. Sauf que l'objectif de cette organisation, c'était que l'ensemble des collaborateurs fassent le MOOC. Alors, si le MOOC il a coûté 50 et qu'il y a que 10% des gens qui la font, bah, ça veut dire qu'en fait le coût unitaire il est de 500. Tout à fait. Hein, non, je sais pas, j'ai mal fait mon calcul. Je vais le refaire peut-être. Admettons que un MOOC, parce que le ticket d'entrée c'est plutôt 30 000 euros, hein, et il y a 100 personnes qui sont visées. Mais s'il y en a que 10 qui le font, bah, le coût unitaire il est 10 fois supérieur. C'est Hein. ça. Donc déjà là, on peut s'apercevoir que si on arrive à réduire les abandons ou les non-démarrages, hein, parce que dans les MOOC il y a beaucoup de non-démarrages, euh, par l'action tutorale, eh bien, tous ces gains, on peut les mettre au crédit du tutorat. Et donc, dans le modèle économique du tutorat, bien évidemment, ça va venir en compensation aussi des coûts. Et puis, il y a aussi un certain nombre de bénéfices pour l'organisation qui sont plus indirects. Tout d'abord, un organisme de formation qui est capable de parler de la manière dont il accompagne les apprenants pour les faire réussir, eh bien, lorsqu'un un individu va vouloir choisir une formation, ben, il sera plus enclin à choisir cet organisme-là plutôt qu'un organisme qui reste complètement muet sur l'accompagnement et peut-être qu'il n'en donne pas d'ailleurs, hein, qu'il n'en procure pas. Euh, donc ça devient un argument commercial aussi. Hein. Et puis, je le disais tout à l'heure, un apprenant qui réussit, eh bien, il va être, et ça s'est bien passé avec l'organisme de formation, etc., ben, va être tenté de suivre une autre formation. Donc, le tutorat va jouer aussi sur la fidélisation des apprenants. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont peut-être difficiles à quantifier, hein, encore que je pense que il y a des experts de chiffres hein, qui arriveraient à le quantifier. Euh, mais ça fait que souvent, quand on met en place du tutorat, ben, c'est aussi rentable économiquement. Et c'est pas du tout la perception qu'ont les organismes de formation. Dans un premier temps, ils voient le coût du formateur en temps, hein, donc en coût horaire supplémentaire du fait qu'il va réaliser des interventions tutorales. J'ai un petit exemple, moi, qui vient argumenter ça, Jacques. Moi, je forme des formateurs FPA depuis des années. Et plus largement des personnes qui interfèrent en ingénierie pédagogique essentiellement. Et pour te donner une idée, j'ai un service de coaching pour les Oui. formateurs. Eh bien, c'est venu tout simplement du fait que des formateurs sur des formations FPA dans toute la France, à un moment donné, ont besoin d'être accompagnés. Et moi, je leur ai dit, ben moi, je vous aide à rentrer en formation, à réussir votre parcours et à réussir votre certification. Venez me chercher juste quand vous avez besoin. Il y a énormément de demandes. C'est incroyable. Mais oui. C'est incroyable parce que on a l'impression que les gens sont accompagnés, mais moi, des fois, je leur dis, mais votre formateur, il fait quoi? Et en vérité, le formateur, eh ben, il n'a pas ce rôle de tuteur. Il a juste le rôle de transmettre de la connaissance. Il est là, Oui, tout à fait. il va venir parler d'un sujet, mais ok. En gros, ce que les gens me disent, j'aime bien la remarque, c'est bah du coup, je sais pourquoi. Bah maintenant, j'aimerais que tu m'expliques comment. Et moi, je leur Mais dis, oui, bah, mais je vais vous expliquer comment ça marche, comment on fait ça, parce que bah, il faut faire ça. Ok, je vais vous expliquer comment. Là, la dernière intervention que j'ai faite, c'était sur construire une progression pédagogique. Le gars, il est en FPA, ça fait 4 mois, il sait pas ce que c'est une progression pédagogique. Il me ah dit oui, non, mais ah ça oui mais m'étonne pas. la progression pédagogique c'est vachement facile, c'est la taxonomie de Bloom. Ouais, ouais. Euh, hmm, hmm.
C'est une Comment bonne tu idée, mais mais ça suffit pas, quoi. comment tu sais ça, quoi? Ah ben, on nous a dit que c'était ça. Eh ouais, le fondement de la réponse est pas bon. Donc on a repris les trucs. Ça a pas duré longtemps, hein, 30 minutes de coaching là-dessus. Le gars, il a compris ce qu'était une progression pédagogique à travers ce qu'on proposait à l'apprenant pour ses apprentissages. Et ben, que c'était une globalité. Et ça, ce besoin d'accompagnement, tu te rends compte que les gens viennent me l'acheter. Donc c'est vraiment qu'il y a un besoin pour. Ah, mais il y a un besoin, si on écoute les apprenants, bien évidemment. Il y a des besoins, il y a des attentes aussi, hein. Alors, les attentes, c'est plus de l'ordre du confort, mais les besoins, il faut absolument y répondre. Et, euh, Et je voyais un et deuxième alors là, point il y a... Pardon, excuse-moi, je voyais un deuxième point qui était super important. Quand une entreprise envoie un collaborateur en formation, peu importe la formation, une formation courte, quand il revient dans l'entreprise, en vérité, il augmente son savoir-faire, il développe sa pratique et il optimise le résultat de l'entreprise. Et c'est très clair que l'entreprise, elle va envoyer une fois en formation, parce que tu disais tout à l'heure, l'apprenant, il va pas revenir. Mais l'entreprise, là, s'il n'y a pas de retour, elle va pas le renvoyer, elle, hein. Parce C'est clair. que Ouais. parce qu'aujourd'hui, le responsable, le N+1, il te pose pas la question de savoir si c'était marrant, si tu t'es bien amusé, hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la nouvelle compétence que tu déploies, elle est opérationnelle. C'est une aptitude opérationnelle. Est-ce que tu la détiens réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut la mettre dans le workflow? On est vraiment dans cette attente-là. Donc, ne pas accompagner les gens, quel que soit d'où ils viennent, hein, un processus initial sur de la formation longue ou de la formation courte, eh bien, on a un besoin, on a une obligation d'évaluation et de résultat. Et l'accompagnement est vraiment ce qui va nous permettre de comment dire, de stabiliser ce résultat. Et c'est bénéfique pour tout le monde, hein. Mhm. Même s'ils Oui, sortent de mais formation et ils le voient pas, le client qui revient en te disant je veux ça, c'est du confort, hein. en fait, le problème chez nos formateurs, et on le voit aussi chez les formateurs novices, ceux qui se forment à ce métier-là, euh, c'est que ils ont peut-être une perception de leur professionnalité qui est faussée, à savoir que ce qu'ils pensent que ce qu'il est légitime comme formateur, c'est la détention de leur savoir, de leur expertise. Je pense quand même qu'on est dans un monde où le savoir, l'expertise aussi, elle est accessible à beaucoup, hein, voilà, et ça ne va aller qu'en s'amplifiant, hein, bien évidemment, notamment avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, etc. En fait, peut-être que ces personnes oublient que un formateur, c'est d'abord un pédagogue. Et un pédagogue, euh, dans la Grèce antique, hein, c'est l'esclave qui amène l'enfant sur le lieu du savoir, hein. Le pédagogue, il transmet pas le savoir. Il amène la personne vers le savoir. Et, euh, et bien évidemment, en le guidant, en lui évitant les choses trappes, peut-être aussi en, en échangeant avec lui pour savoir comment il a perçu ce qu'il a découvert auprès, alors soit du maître, soit des ressources, etc. Et donc, tout ça nous renvoie à l'accompagnement. Et donc, la vraie professionnalité d'un formateur, eh bien, elle réside dans sa capacité à accompagner les apprenants. Et alors surtout, bon, ça fait maintenant une quinzaine d'années hein, qu'on accentue beaucoup sur l'individualisation de la formation, euh, alors qu'on confond parfois avec la personnalisation. Hein, d'ailleurs, hein, il y aurait des distinctions à faire. Mais euh, si on peut relativement individualiser à travers une ingénierie pédagogique, c'est-à-dire en modularisant un contenu, en faisant des tests de positionnement, en prescrivant des parcours ou en les conseillant, etc. Euh, Si on veut personnaliser vraiment la formation, ben, il faut s'intéresser à l'apprenant, et c'est bien dans le cadre d'une relation humaine, d'une relation tutorale, que cette personnalisation va pouvoir être réalisée. Donc moi j'ai l'habitude de dire autant l'individualisation c'est peut-être une affaire d'ingénierie pédagogique,
Mais la personnalisation, c'est toujours une affaire d'accompagnement et donc là, de tutorat. Tu vois, on a des épisodes de notre podcast où j'avais fait intervenir une formatrice qui est sur cette longueur d'onde. L'épisode s'appelle Et si ce n'était que de l'accompagnement? Puisqu'en Oui. réalité, on est totalement là dans cette clé-là. Puisque, en Mhm. vérité, on n'a pas, j'enseigne, mais apprennent-ils? La question s'était posée. Et du Ouais. coup, moi, en tant que pratiquant formateur, je me suis dit, c'est quand même vachement plus pratique quand ils apprennent que quand j'enseigne. C'est moins fatigant. Parce que quand ils comprennent pas, c'est très compliqué pour moi d'enseigner différemment. Alors que si je pars d'eux et que je les aide à apprendre, eh ben, c'est beaucoup plus facile et les résultats escomptés, enfin, les résultats obtenus sont bien plus avancés que ceux que j'escomptais moi-même. Donc, du coup, c'est très intéressant puisque là, on est vraiment dans la dimension de l'autre. Et Oui, moi j'avais un enseignant québécois à la Téléuniversité du Québec qui avait une sorte de mantra. Hein, il nous disait toujours enseignez moins pour qu'ils apprennent plus. oui, Et c- bon, il cherchait pas à abdiquer hein, le rôle de l'enseignant, il l'assumait aussi. Mais ce qu'il voulait nous dire par là, c'est qu'il fallait rééquilibrer les temps d'apport avec les temps d'apprentissage, les temps de remédiation sur l'apprentissage, les temps de production, là aussi de feedback sur les productions. Bref, finalement, de réduire peut-être la part des apports pour laisser plus de place à ces autres activités euh, où l'accompagnement, là, est central. Et donc, au début de la pandémie, j'avais j'avais été sollicité, notamment par l'académie de Poitiers, et parce qu'ils savaient pas trop comment faire hein, pour assurer la fameuse continuité pédagogique. Et il faut dire que bien évidemment, les enseignants étaient laissés quand même pas mal à eux-mêmes, quoi. Hein. Et même sur même la scénarisation de la formation, hein, ça leur paraissait quelque chose de vraiment. Eux, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est des plans de cours, quoi. Hein, voilà, un déroulé de cours en présentiel, mais pas forcément une scénarisation complète, qui est plus exigeante. Hein, l'ingénierie pédagogique de la formation à distance est beaucoup plus exigeante que celle nécessaire pour le présentiel. Et je leur avais dit, écoutez, si vous partez sur une règle des 3 tiers, c'est-à-dire un tiers d'apport, un tiers d'activité et un tiers de remédiation sur les activités, d'échange sur avec les élèves sur leur vécu, etc. Vous êtes pas loin de la vérité. Alors bien évidemment, c'est pas 33, 33, 33 forcément, hein, ça peut varier, mais je pense que à travers cette proposition, bah, je, je concrétisais un peu le mantra de mon prof québécois. et ça me fait penser à une anecdote. Et il y a 2, 3 ans, j'étais avec un groupe de FPA et je sors du cours et je croise mon directeur. Ah, il me dit, ça Ouais. va Laurent, qu'est-ce que tu fais de beau? Eh ben, j'ai dit, écoute, là, je travaille à mon inutilité. Il me dit, Ben je oui. comprends pas. Ben, j'ai dit, tu sais, moi, j'enseigne, plus ils apprennent. Donc, Mm. du coup, je laisse faire les choses, je les laisse prendre les choses en main, parce que l'objectif, c'est qu'ils soient autonomes dans leur pratique de formateur. Et donc, du coup, je les autonomise, hein, ce qui est le but de l'accompagnement, les rendre autonomes. Tu vois, ça me refait penser à cette anecdote. Et du coup, ça l'avait fait marrer. Il m'avait dit, ah, tu changeras pas, il m'a dit. Bah, dis donc. Oui, bah c'est tout à fait ça. Moi, je dis souvent quand je forme des futurs tuteurs, je leur dis vous allez travailler au fait que vous ne soyez plus nécessaire. Hein, Ah, bah voilà. oui. Euh, bon, alors bien évidemment, ça va dépendre des individus. Puis là, on peut, sans être trop savant, on peut penser à la ZPD hein, de Hum, Vygotsky. oui. Euh, donc, elle se déplace, bien évidemment, euh, au fur et à mesure des acquis des apprenants. Mais c'est ça en fait. Hein, on travaille au fait parce que
amener les individus, les apprenants à distance, à exercer leur autonomie, c'est absolument central. C'est un objectif transversal, mais c'est absolument central. Et ça me fait repenser à ce qu'on pouvait entendre au début des années 2000, mais qu'on entend encore malheureusement parfois, hein, que pour faire de la formation à distance, il faut avoir des apprenants autonomes. Euh, oui, mais comme si l'autonomie était une capacité en soi qu'on a ou qu'on n'a pas et qui serait transposable dans n'importe quelle situation. Or, bah, ça c'est faux parce que l'autonomie, elle est toujours relative à une action Oui. et il est difficile d'être autonome dans une action qu'on réalise pour la première fois. Voilà. Donc, on a besoin de cet accompagnement pour gagner cette autonomie. Et qui plus est, on est obligé de tenir compte du fait que l'apprenant n'est pas une constante, mais que c'est une variable permanente qui va avoir des hauts, des bas, des réussites, des problématiques personnelles, etc., etc. Et au sein d'un même parcours, il va vivre des situations, des états qui vont être totalement différents. Et, Bien euh, sûr. et on a effectivement là tous les éléments qui rentrent en compte dans la formation. Hein. On a les pairs qui sont là. Bah, si ça se passe bien avec tes pairs, c'est super. Si tu es dans un groupe, ça se passe mal, bah, ça se passe mal. Hein. Moi, j'étais sur le DUDLD et ben nous, on avait un super groupe de 3. Et puis à un moment donné, on a récupéré 2 personnes d'autres groupes où c'était plus possible pour eux. Et on les a fait, on les a repris avec nous pour pas qu'ils volent tout seuls de leurs propres ailes, tu vois. Et on a pas, y a pas de constante en vérité. Il y a cette capacité à être prêt à anticiper et quelle proposition on va pouvoir faire. C'est ce qui est Mhm. important, c'est ça. Dans cet accompagnement, il y a pas de, il y a pas, c'est pas linéaire quoi. C'est jamais linéaire. Un parcours qui est linéaire, c'est où le gars il vient rien apprendre et puis il vient juste stabiliser ce qu'il sait déjà. Là, ça va peut-être le faire, mais ça c'est 2-3% des gens. Hein, c'est dans tout ce qu'on rencontre. Oui, et c'est là où, bah, tout en proposant des modèles d'ingénierie, hein, Hum, pédagogique ou tutorale, moi je pense que c'est absolument nécessaire hein, de faire de l'ingénierie. En même temps, je dis toujours, ben, on va voir, hein, on va hum, voir, on va vérifier hein, sur le réel hein, si finalement ce qu'on a pensé, parce que c'est une projection intellectuelle, hein, euh, et on sait bien qu'entre ce qu'on peut imaginer comme dispositif et puis ce qui va être vécu de manière positive ou moins positive par les apprenants, ben, il y a des écarts. Et hum. donc, alors, en présentiel, hein, j'ai l'habitude de dire aux formateurs, votre meilleur allié c'est le groupe d'apprenants. Hein, Oui. c'est parce que c'est lui qui vous fait être formateur, hein, comme les enfants font les parents, les apprenants font les formateurs. Mais, mais à distance, ça marche aussi. Et donc, ça veut dire qu'il est important pour le formateur de bien présenter son rôle de tuteur. Et ça, c'est pas toujours fait, d'autant plus que si le périmètre de ces interventions tutorales n'a pas été défini, donc s'il n'y a pas eu d'ingénierie tutorale, bah bien évidemment, c'est un peu au doigt mouillé que ça se fait. Hein. Et puis même Alors pour lui, moi il je pense va, qu'on a besoin des deux. ouais, Je même pour lui. dis toujours le tutorat, c'est à la fois de l'ingénierie et du bricolage, Oui, oui. et on a besoin des deux. J'évoquais avec toi l'autre jour quand je construisais ce parcours et que je le faisais vivre, le parcours de la grande école du numérique. La préfète m'avait posé la question, mais Laurent, concrètement, vous faites quoi? Bah, je dis, vous savez, la formation, c'est comme un vol. On part, on fait un voyage, donc tout le monde est monté dans l'avion, puis on a décollé. Et ben moi, mon job, c'est de fabriquer l'avion en plein vol. C'est-à-dire que dans Ah une oui. dimension à la fois agile, à la fois systémique, parce que c'est surtout de la systémie là qu'on vient mobiliser pour voir comment on peut faire, eh ben on est dans cette espèce d'ajustement permanent. Et quand j'essaye de l'enseigner à des FPA, je leur explique que je suis un peu comme devant une table de mixage où ben, je fais des réglages plus ou moins fins. Des fois, je baisse à fond pour voir ce que ça fait, tu sais, vraiment comme des réglages. Et après, ben, on arrive à trouver un état stabilisé, hein, qui va marcher, qui est un système équilibré. Et du coup, des fois, c'est très éloigné de la première vision qu'on avait. Hein.
Et, Ah oui, euh, et j'ai vu, j'avais vu avec Sylvain Vacarès cette notion de rentrer par l'activité, de proposer des jeux autour de l'activité. Eh bien, moi, j'ai beaucoup intégré mes étudiants et mes formateurs dans la dimension de co-construire les cours. Et du coup, l'engagement était beaucoup plus fort. Les gens comprenaient mieux, se livraient mieux aux apprentissages. Et ça faisait partie, moi, de ma stratégie d'accompagnement, de dire, ben moi, je vais réguler ma place de tuteur, c'est justement cette place où il faut finir, je vais la ramener à votre niveau et on va être sur un niveau d'échange où on concourt tous au même résultat, votre réussite. Et ça oui, m'a apporté beaucoup de plaisir et notamment une réflexion suite à un cours qu'ils avaient préparé. J'avais là un mélange d'infographiste et puis de web designer. Et je me suis dit dans ma tête, c'est super, vous avez appris plus que ce que j'aurais pensé vous enseigner. Et, oui, et bah là, oui. et là, du coup, on se rend vraiment compte que ce pilotage d'accompagnement est hyper productif en vérité. Plus productif que de vouloir le guider, tu vois. En Oui, tout à réalité, fait. Vas-y. oui, je disais, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue. Et cette sensation, ils l'ont ressentie aussi. Ce qui fait que dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, elle a été très très forte et ça a dégagé aussi beaucoup d'éléments dans ce que moi j'appelle la volition, c'est-à-dire leur capacité à mettre en œuvre pour réussir. Et ça, quand tu as des apprenants qui viennent par eux-mêmes solliciter le parcours de formation, moi je fais ça avec des FPA, ils construisent leur formation eux-mêmes. Quoi. Je construis pas moi. On étudie le référentiel et c'est à eux de construire, c'est à eux de me faire des propositions pédagogiques. J'utilise là les stratégies de Caillez sur la classe renversée, où je leur dis, bah, vous Oui, allez m'enseigner, vous allez voir. Ils sont un peu perdus au oui, bien début, sûr. mais je mets plusieurs étapes comme ça au cours du parcours et ça leur donne vraiment les clés du camion. C'est eux qui pilotent le truc. Et c'est des formateurs qu'on forme, hein, je veux qu'ils soient autonomes, qui Mhm. pilotent, qui sachent produire. Et cette dimension d'ingénierie, c'est ce qui les rend. Moi, je leur dis, l'ingénierie, c'est ça vous empêchera d'être comme le chien sous la table, d'attendre qu'on vous jette un os à ronger. Vous allez fabriquer votre propre truc, vous serez autonome et vous serez force de proposition. Et c'est comme ça que je leur présente l'ingénierie, moi, dans cette Oui, autonomie-là. alors tu vois, tout à l'heure tu parlais du DLD et de Sylvain Vacarès. Mm. Alors le DLD, c'est l'héritier d'un premier dispositif qui s'appelait le Cofordi. Oui. Et donc avec Sylvain, on avait pensé hein, cette conception. Et comme on n'avait pas beaucoup de possibilités de regroupement présentiel, au début on n'en avait qu'un, euh, on avait musclé le tutorat. Et donc on avait défini un scénario tutoral et on était arrivé à un quantum hein, qui était de 157 heures pour un formateur tuteur qui accompagnait 30 personnes. Mm. Je parle de ça pour montrer l'écart qu'il peut y avoir entre la projection, hein, qui est une scénarisation, et puis la réalité. Euh, alors, la première session, il y avait deux groupes. Euh, et moi, j'ai été tuteur d'un groupe, et puis Allel était le tuteur d'un deuxième groupe. Allel, c'est un tuteur très expérimenté. Ah oui. Et donc, on était convenu avec Allel de noter nos temps d'intervention tutorale. Donc, à chaque fois qu'on faisait une intervention tutorale, on notait le temps qu'on y avait passé. Alors que ce soit en classe virtuelle, que ce soit par mail ou intervention sur le forum ou que sais-je quoi. Hein, voilà. On comptabilisait. Et on comptabilisait et on conservait aussi hein, le contenu hein, de nos interventions. Et à la fin de la première session, moi j'étais à 220 heures. Mm. Allel, qui avait un profil un peu plus technique que moi, et donc quand on abordait un outil auteur par exemple, et que je ne savais pas répondre à mes apprenants, ben, je Ou le un renvoyais Moodle. vers Allel. Donc lui, il était à 250 heures, Allel. Alors avec Sylvain, quand on a fait le débrief, à la fin de la première session, on a dit bon ben
ça peut pas marcher. On est payé 157 heures, on travaille en 220, 250 heures. Bon, ça va pas. Il faut qu'on revoie ça. Et on a revu, et puis on a transigé à 200 heures de travail pour chaque tuteur. Euh, Lors de la seconde session, on a eu 3 groupes. Donc, on a fait intervenir un autre tuteur, lui aussi très expérimenté, Pascal. Oui. Et, euh, C'était mon et donc, on tuteur. avait chacun. Comment? C'était Pascal, ton tuteur. Ouais, Bon, c'était ben, Pascal, mon tuteur, ouais. voilà. Donc, bon, Pascal, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très performant, et pas seulement en matière de tutorat, hein. Et donc, on fait les comptes à nouveau. Moi, je suis à 180 heures. Bon, on va payer 200, ça va, je me rattrape un peu de la première session. Allais, il est à 200 heures pile poil. Et Pascal, il est à 230 heures. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Bah, d'abord, la première chose, c'est que entre la projection et la réalité, il y a des différences. Ensuite, il y a peut-être aussi le style de chaque tuteur, hein, et la tentation que l'on peut avoir à se surinvestir Oui, vis-à-vis de ses apprenants. Euh, Ce qu'on peut tirer aussi, c'est que finalement, il y a une courbe de progression. oui, ça on Euh, l'observe. et oui, bien sûr. Alors, typiquement, moi, comme j'avais conservé l'ensemble de mes interventions tutorales, j'avais aussi les réponses que j'avais faites aux questions qui m'avaient été posées. Et d'un groupe à l'autre, bah, les questions sont souvent les mêmes. Donc Oui, là, bah, bien évidemment, j'ai pu réduire mon temps d'intervention de manière forte, ce qui veut donc dire que le tuteur doit se constituer en quelque sorte un répertoire d'intervention tutorale, hein. Il doit pouvoir s'y référer, réutiliser, alors toujours en contextualisant, hein, bien évidemment, mais il y a cette possibilité-là. Euh, et donc, une dernière chose, et là peut-être j'extrapole un peu, mais euh, j'ai testé ChatGPT sur des interventions tutorales. Donc j'ai repris des messages d'étudiants du master MFEG de Rennes, et je lui ai demandé ben, qu'est-ce qu'il faut. Moi je suis tuteur, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'était assez intéressant parce que sur certaines interventions, bah, finalement, il proposait des choses méthodologiques plutôt pas trop mal senties. Et par contre, sur d'autres interventions, je me rappelle, il y en avait une, il y avait un cafouillage au niveau des groupes et des dates des classes virtuelles des différents groupes. Donc il y avait des choses, des annonces qui avaient été faites qui étaient contradictoires. Et là, bien évidemment, bah, ChatGPT, il n'était pas capable de répondre, hein, non, voilà. c'est pas possible ça. Ben non, c'est pas possible. Par contre, ce que j'ai remarqué, alors il y a plein de choses, il a plein de limites, hein. Par exemple, il est très affirmatif. On sait que le conditionnel, c'est quand même assez utile aux tuteurs à distance, hein. Oui, Euh, et il y avait quand même, je vois quand même un usage intéressant pour les novices, pour les tuteurs novices. Quand on reçoit un message d'un apprenant, il faut l'analyser pour essayer de bien comprendre quelle est sa demande et peut-être même de dénoter, et ça vient plutôt avec l'expérience, de dénoter l'état d'esprit, hein, de l'apprenant au moment où il a envoyé son message. mm, Euh, alors, ce que permet ChatGPT, c'est que bah, lui, l'analyse textuelle, il l'a fait. Et donc, il va proposer un certain nombre de choses à faire et qui peuvent servir, il ne s'agit pas de faire un copier-coller, hein, mais qui peuvent servir au tuteur de réflexion sur l'intervention qu'il va réaliser lui. Et donc de ne pas oublier, lorsqu'il y a des messages un peu complexes, un peu longs, etc., de la part d'apprenants, de ne pas oublier tel ou tel aspect de sa demande. Donc voilà, je pense que les tuteurs, on a besoin d'être outillés, hein, on a besoin d'être outillés, et
Depuis très longtemps, hein, moi je me rappelle au début des années 2000, j'ai fait le tour des éditeurs de plateformes, j'étais pas aussi nombreux que ça, hein, pour leur dire, les tuteurs ont besoin d'outils, hein, ils ont besoin de rapports, ils ont besoin de suivi, et qu'ils soient pas seulement de la donnée quantitative, hein. Oui, Euh, bah, tout ça est resté lettre morte. Alors après, il y a eu XAPI qui était prometteur, on va le dire comme ça, à savoir pouvoir reconstituer l'historique d'une relation tutorale. Lorsqu'on accompagne deux, trois apprenants, on a cette mémoire-là. oui. Mais lorsqu'on en a quelques dizaines, voire des centaines, ben, on peut pas l'avoir, cette mémoire. Et donc, on a besoin d'outils. Là, pour l'instant, il faut bien constater que les tuteurs, ils se fabriquent leurs propres outils, hein, de suivi, hein, de conservation de leurs interventions, de, de, de l'échange, des échanges qu'ils ont eus avec chaque apprenant, chaque groupe, chaque sous-groupe, etc. Et donc, il y a certainement là, à travers justement les promesses que fait l'intelligence artificielle, bah, des pistes qui peuvent être intéressantes pour le tutorat. Mais je pense que, donc, en quelque sorte, arriver à une cobotique tutorale, hein, c'est-à-dire une association de l'intelligence artificielle avec les tuteurs humains, en posant quelques principes, hein, quand même, hein. C'est que bien évidemment l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir, après avoir diagnostiqué, et c'est surtout pour ça qu'elle va être utile, elle ne va pas pouvoir déclencher elle-même une intervention humaine, hein. Ça me semble assez important. Ce qui est important aussi, c'est que les tuteurs ils puissent participer au paramétrage des algorithmes, hein, qui sous-tend l'intelligence artificielle. Et donc, il y a certainement là des voies pour le futur, en tous les cas, pour un accompagnement de meilleure qualité. Il est aussi évident que si sur le soutien technique, sur le soutien purement cognitif, on peut déléguer une part de tâches à l'intelligence artificielle, ou en tous les cas faciliter que l'intelligence artificielle facilite le travail des tuteurs, eh bien, ce temps gagné, il faut absolument le réinvestir Investir. pour un tutorat plus approfondi sur des plans de support qu'on investit moins, comme le socio-affectif, le métacognitif. Voilà. Hein, Aujourd'hui, tu vois, j'ai changé sur ChatGPT parce que tu sais, tout le monde est dessus en ce moment. oui, bah Et oui, j'ai un formateur qui dit ah ouais, te rends pas compte, là c'est fini, machin. Je dis écoute, je vais te donner un exemple. Chaque fois que tu montes dans un avion de ligne, le pilote et le copilote sont incapables de faire voler l'avion. C'est parce qu'il y a une assistance d'intelligence artificielle qui va analyser les paramètres sans arrêt, qui leur permet, eux, de prendre les bonnes décisions. Donc j'ai dit aujourd'hui, tu es dans le même contexte, sauf que c'est plus dans un cockpit d'avion, c'est dans ta vie de tous les jours, puisque c'est devant ton ordinateur. c'est ça. Et tu es condamné à être intelligent face à la proposition qu'on te fait. Et aujourd'hui, moi, pour l'usage que j'en ai, c'est la capacité de montrer des problématiques sous différents axes. C'est-à-dire que je vais lui poser une question, je vais lui poser un problème, et je lui dis, écoute, essaye de me le résoudre dans cette dimension, dans cette dimension. Et à la fin, quand je lui donne deux, trois exemples, je lui dis, trouve-moi donc une autre dimension dans laquelle on pourrait le résoudre. Et là, ça devient intéressant. Mmh. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on forme les gens à faire du prompt, tu sais, à écrire ce message chat GPT. C'est un prochain objectif de formation, ça. Oui, alors moi j'ai proposé parce que j'avais conçu il y a quelques années une formation de formateur pour un organisme de formation. Et donc là, il y a un formateur qui assure un module sur le tutorat à distance. Et il y a une activité qui consiste à réaliser des interventions, à concevoir une intervention tutorale par rapport à un cas type, hein, de besoin de soutien. Donc il y en a plusieurs. Les apprenants choisissent ceux qu'ils veulent. Et donc là, j'ai conseillé à mon collègue là de leur fournir dans l'énoncé de l'activité
les réponses de ChatGPT aux cas types. Et en leur précisant que si, bien évidemment, leur conception d'intervention tutorale n'apporte pas de plus-value par rapport à ChatGPT, ben, ils n'auront pas le boulot. C'est Voilà, ça, c'est c'est aussi ça. simple que ça, quoi. Ah ben oui, c'est vraiment l'idée et puis en plus là, ça va leur apprendre à déconstruire leur propre représentation, pour Ben oui. les remodéliser dans l'exemple qu'ils veulent appuyer. C'est excellent ça Oui, et alors donc ça va se faire d'ici quelques semaines ou ah je ouais, sais c'est plus, bien. au mois de mars. Donc j'aurai des résultats là avant l'été. Ouais. Donc Bon, bah, c'est très on va bien. voir ce que ça donne. Eh bien Jacques, ça fait déjà plus d'une heure qu'on échange. On pourrait échanger pendant des jours, je crois, hein, quand même. Voilà. J'espère que nos apprenants ont apprécié notre échange. Je vous invite, chers auditeurs, à aller retrouver les écrits de Jacques sur l'ingénierie tutorale hein, de Jacques Rodet. Et aussi quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle Pratique du tutorat à distance, livret d'intervention, où vous allez pouvoir voir de façon très modélisée comment mettre en œuvre, parce que bien souvent on a compris pourquoi, mais on ne sait jamais trop comment. Alors là, vous allez pouvoir regarder avec cette littérature qui est très d'actualité, monter vos compétences, vous formateurs qui, entre guillemets, n'avez pas eu ces apports initiaux, venez les chercher là, échanger entre vous. Écoutez, je vous souhaite de bien belles interventions tutorales. Jacques, je te remercie. Merci C'était Laurent. c'était très agréable. Et bien écoutez, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la formation.